9,5 millions de morts, 21 millions de blessés. Le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale se termine sur un bilan terrible, un conflit tel que l'humanité n'en avait jamais connu. Pendant 4 ans et 3 mois, des soldats venus d'une vingtaine d'États ont été plongés dans l'enfer des tranchées, sous un déluge de bombes. Une guerre d'une violence inouïe qui a transformé le visage du monde pour plusieurs décennies. Un siècle plus tard, alors que les paysages de l'Est de la France portent encore les stigmates de la guerre, des vestiges de 14-18 sont encore cachés, sous la terre, et font l'objet de nouvelles enquêtes par les archéologues. Grâce à des découvertes inédites et à des reconstitutions en images de synthèse, des experts vont nous faire découvrir la Première Guerre mondiale comme nous ne l'avions jamais vue. Au cours de leurs fouilles, ressurgissent du passé ces traces oubliées, témoins uniques de l'organisation des combats, du quotidien des soldats sur le front ou de l'utilisation stratégique de souterrains pendant la bataille. À travers les vestiges de la Grande Guerre, ce sont des histoires inconnues de soldats morts ou disparus qui réapparaissent aujourd'hui pour nous raconter 100 ans après l'horreur de cette guerre, ancrée à jamais dans notre mémoire. Au début du XXe siècle, les relations entre les puissances européennes sont tendues. Les conflits diplomatiques se multiplient. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman s'opposent à la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Dans les deux camps, les revendications nationalistes et territoriales prennent de l'ampleur. Le 28 juin 1914, un événement met soudain le feu aux poudres. L'archiduc François Ferdinand d'Autriche est assassiné à Sarajevo par un jeune nationaliste serbe. Un mois plus tard, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Et en l'espace de quelques semaines, le conflit prend une tournure mondiale. Entre 1914 et 1918, la Grande Guerre mobilise au total plus de 60 millions d'hommes. De la Russie aux États-Unis, de l'Empire ottoman au pays de la couronne britannique, plus de 30 nations sont impliquées et avec elles toutes leurs colonies. La plupart des batailles se jouent sur le sol européen, où 4 zones d'affrontement se dessinent. Parmi elles, le front ouest, une ligne de 650 km de long, s'étendant des rivages de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Pendant 4 ans, sur cette bande de terre, les deux camps se font face à quelques dizaines de mètres de distance. Pour se protéger des tirs et des bombardements, les soldats s'enterrent dans le sol. Ils creusent au fil des mois de gigantesques réseaux de tranchées. À la fin de la guerre, les traces de ce théâtre sanglant sont rapidement dissimulées et les paysans récupèrent leurs terres. Mais les paysages de l'Est de la France restent à jamais marqués par le conflit. Un siècle plus tard, vu du ciel, de larges cicatrices sont encore visibles. Dans la Marne, à 65 km à l'est de Reims, une équipe de passionnés a décidé de réhabiliter un lieu emblématique baptisé la Main de Massige. Ces tranchées oubliées ont été creusées au sommet d'une colline qui surplombe la vallée de l'Aisne. Un lieu stratégique, l'un des plus disputés de la région au début de la Première Guerre mondiale. Depuis 4 ans, Éric Marchal fouille une parcelle de 3 hectares avec une armée de volontaires. L'objectif, reconstituer le réseau de tranchées occupé par les deux camps. Nous sommes sur une tranchée qui est très peu profonde, qui fait à peu près 1,30 m de profondeur, qui au sol n'a un espace que d'à peu près 45 cm, pas plus, un peu plus évasé sur l'eau pour permettre aux épaules de passer. Il ne faut pas oublier que le soldat a un sac à dos assez volumineux, à son fusil, à son barda. C'était des tranchées vraiment très sommaires.
Les Allemands étaient établis à peu près à 50 ou 80 mètres d'ici. Donc bien évidemment, il était hors de question pour les soldats qui creusaient ces tranchées de dépasser la tête ou n'importe quel membre au risque de se faire tuer. L'architecture très simple de cette galerie étroite laisse entrevoir un quotidien particulièrement difficile pour les combattants au début de la guerre. Donc on s'imagine très bien la dureté donc de vie dans ces tranchées. Aucun aménagement, aucune protection pour le soldat. Quelques banquettes, des banquettes de tir qui permettaient de regarder ce qui se passait au-dessus en montant tout simplement pour observer face aux lignes allemandes qui étaient en face de moi un petit peu ce qui se passait. Nous sommes dans les tranchées, bien sûr, ouvertes aux tirs et aux intempéries. Les hivers ont été très rigoureux, très humides. Donc les soldats étaient dans l'eau en permanence. Quand il gelait, bien évidemment, les hommes, s'ils étaient trempés, ils étaient gelés également. C'est là qu'on a attrapé la fameuse maladie appelée les fameux pieds de tranchée, où le soldat va avoir le pied gelé, va avoir mal aux pieds. Mais au bout d'un moment, la douleur est telle qu'on n'a plus mal. Il est trop tard, donc il faut souvent amputer les pieds. C'est ce qu'on a appelé le pied de tranchée. D'accord, voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc c'est un couteau dit couteau de boucher. On voit bien c'est un couteau donc qui avait une poignée en bois, bon bien sûr qui a disparu avec le temps, avec une lame assez effilée et encore très bien aiguisée, donc des couteaux d'une certaine qualité qui ont été achetés en quantité et donc chaque soldat va être doté d'un de ces couteaux avec des formes plus ou moins différentes. Dans sa veste ou dans son sac à portée de main dans un petit fourreau en cuir ou en tissu, mais il est très rare que les soldats s'en servent. Car beaucoup disaient, nous ne sommes pas des meurtriers, on ne veut pas en arriver là, à se battre vraiment au corps à corps, au couteau. Ce couteau n'est qu'un exemple des nombreuses armes qui équipent les membres des troupes françaises. Sur le site de fouilles, Éric Marchal et son équipe ont aussi découvert plusieurs fusils dotés de leurs baïonnettes, et même des pistolets automatiques fournis à certains soldats à partir de 1915. Au-delà des armes, les hommes ont aussi laissé d'innombrables traces de leur vie quotidienne dans la boue des tranchées. Ces précieux vestiges sont conservés dans un lieu tenu secret, à l'abri des pillards et des collectionneurs. Sur les étagères, des casques, des fragments d'uniformes, des objets personnels, et même des gamelles et des boîtes de conserve qui laissent imaginer à quoi ressemble l'alimentation au cœur des tranchées. La première année de guerre, on mange très mal. Ce sont beaucoup de féculents, beaucoup de riz, de pommes de terre, très peu de viande. Et donc, le soldat fait appel aux colis, donc des parents de la famille, afin d'améliorer le quotidien qui est très insupportable pour eux. Donc là, nous avons une boîte de sardines qui est tout à fait civile. On imagine bien l'épouse ou les parents qui font le colis à leur fils ou au mari. Donc une boîte de sardines. Là, nous avons une boîte de petits pois qui est parfaitement inscrite. Donc la marque Le Progrès, donc petits pois extra fins. Donc bien évidemment, ce sont des objets civils. Ce sont des aliments qui étaient comme très prisés. Souvent dans ces colis est envoyé en complément un petit peu de douceur locale, un saucisson ou une boîte de pâté qui peuvent améliorer un petit peu ce quotidien soldat, du chocolat également. Dans le pactage des combattants français, on trouve aussi ces petites fioles en verre, de l'alcool, que les hommes boivent pour se donner du courage. Nous avons retrouvé plusieurs pactages abandonnés des soldats et nous retrouvons des petites fioles en verre qui contiennent de l'alcool de menthe. Donc c'est un petit alcool qui était versé sur du sucre, quelques gouttes suffisaient. Et donc en absorbant ce sucre, ça donne un petit coup de fouet en cas de froid ou en cas un petit peu de baisse de tension, si on peut dire. Celle-ci est encore pleine et nous avons eu la chance de pouvoir l'ouvrir. Et donc elle sent encore
C'est encore l'alcool de menthe, elle s'est conservée 100 ans après, donc avec ce bouchon complètement hermétique. Ces hommes condamnés à vivre dans la crainte permanente des bombardements ne sont bien souvent pas des militaires de carrière. Entre 1914 et 1918, plus de 8 millions de civils français sont mobilisés. Dans leur pactage, ils ont emporté avec eux des souvenirs de leurs proches et de nombreux porte-bonheur. La découverte d'encriers sur les sites de fouilles démontre qu'ils écrivent aussi très régulièrement à leur famille. Certains de ces courriers ont traversé les années et offrent 100 ans plus tard une immersion terrible dans l'enfer des tranchées. C'est le cas de ces lettres rédigées par le soldat Albert Dadur, 20 ans, affecté à la main de Massige en décembre 1914. Cher oncle et tante, je fais réponse à votre lettre et carte que j'ai reçue hier soir. Quand je rentre dans les tranchées, j'y suis pour 2 jours et 2 nuits, en première ligne sans coucher ni dormir. Et puis 2 jours en deuxième ligne à la lisière d'un bois. Je suis à 25 ou 50 mètres à peine des Boches. Vous voyez qu'il ne faut pas qu'ils fassent un long bond pour venir nous trouver. On les entend parler. Il y a même des moments où ils envoient des pierres. Je vous promets qu'hier soir, quand on s'est couché, on était raide comme un bâton. Et puis dans la boue. Maintenant c'est la neige, tous les jours. Je vous promets que je ne sais pas comment on n'attrape pas plus de mal que cela. Et comment on peut résister, mal nourri, toujours froid, même pas d'eau à boire. Les 2 premiers jours, il y en avait qui faisaient fondre de la neige. Tout au long du conflit, des milliers d'hommes succombent directement à cause de ces conditions de vie presque inhumaines. Mais sur le front, le plus dangereux reste les balles et les tirs d'artillerie. Comme nombre de ses camarades, le soldat Albert Dadur est tombé sous le feu allemand le 7 février 1915. En 4 ans, plus d'1 milliard d'obus et 55 milliards de balles de fusil sont tirées sur le front ouest. La Première Guerre mondiale est une guerre industrielle où les 2 camps ennemis rivalisent de puissance. Chaque jour, c'est un déluge de bombes qui s'abat sur les hommes de part et d'autre du No Man's Land. Mais tandis que la surface du champ de bataille vit sous le feu des bombardements, une autre guerre se joue en parallèle. Une guerre enterrée à quelques mètres sous la surface, baptisée la guerre des mines. Dans le département de la Meuse, à 35 km au nord-ouest de Verdun, un lieu est devenu l'emblème de cette étonnante stratégie militaire, la butte de Vauquois. Dès le début de la guerre, les états-majors des 2 camps considèrent ce promontoire comme un verrou stratégique. Les Allemands s'en emparent en septembre 14, puis les Français reprennent position sur la butte en mars 1915. Commencent alors des combats en sous-sol d'une violence inouïe. Les soldats creusent de profonds tunnels rejoignant les premières lignes adverses. À l'extrémité, ils placent alors de puissants explosifs qui font s'effondrer les tranchées et déciment les troupes ennemies. Mais le camp opposé tente de contrer les attaques en faisant sauter les tunnels avant qu'ils soient achevés. Sur la butte de Vauquois, cette guerre des mineurs durera jusqu'à l'automne 1918. Cent ans plus tard, le site porte toujours les marques de ces terribles combats. Sous terre, les galeries sont presque intactes. La roche a conservé les traces de pioches, comme si les soldats venaient juste de quitter l'endroit. Depuis 20 ans,
Alain Janson étudie ce site exceptionnel. Il connaît dans leurs moindres détails les 22 kilomètres de tunnels creusés par les soldats des deux camps. Nous sommes environ à 50 mètres des lignes françaises. Donc là, on n'avait aucun souci de se faire repérer. Donc on utilisait les marteaux-piqueurs, les marteaux-compresseurs qui étaient très bruyants. Mais dès qu'on était à une distance inférieure à 20 mètres de l'adversaire, c'était obligatoirement du travail manuel, c'est-à-dire tout était fait au pic et à la pioche. Le sol est transformé en vaste termitière. Du côté allemand, une véritable ville souterraine est creusée dans la roche, avec des aménagements étagés sur plusieurs niveaux. Les Allemands vivaient sous terre. Jusqu'à un niveau de 10 mètres de profondeur, vous avez la zone vie, poste de garde, poste de commandement, chambre, cuisine, hôpitaux. Il y avait même une chapelle, puisqu'il y avait plusieurs aumôniers. Donc vous voyez, c'était une véritable caserne au premier niveau. Et ensuite, un niveau inférieur, jusqu'à 20-25 mètres de profondeur. C'est là donc avait lieu cette guerre souterraine. On partait donc de ce secteur pour aller sous la ligne française. Dans ce dédale de tunnels où l'on avance tête baissée, les soldats allemands restent jusqu'à 4 semaines sans voir le jour. Les Français, eux, ne passent jamais la nuit en sous-sol. Leurs galeries servent uniquement à poser des explosifs sous les lignes ennemies. Dans les entrailles de la terre, les mineurs creusent sans relâche, le plus discrètement possible. Ils doivent aussi constamment tendre l'oreille et tenter de localiser les ennemis afin de les contrer. Devant nous, nous avons un géophone. Le géophone, c'est ni plus ni moins le stéthoscope des médecins. C'est exactement le même principe de fonctionnement. Il avait un système d'écoute à chaque oreille et il se plaçait ses écouteurs sur la paroi, au sol, au plafond, et il devait avoir la même intensité donc, dans chaque oreille et ça indiquait qu'il était dans la bonne direction. Et avec plusieurs postes d'écoute comme ceci, on faisait des recoupements et on avait donc une localisation très précise de l'adversaire. Le bilan de la guerre sur la butte de Vauquois est terrible. Au total, 519 explosions sont recensées et on compte près de 15 000 victimes. Après 1500 jours de conflit, le sommet de la colline est transformé en paysage lunaire, parsemé de cratères immenses. Aucun des deux camps n'est parvenu à prendre le dessus. C'est seulement le 26 septembre 1918, à l'arrivée des troupes américaines, que cette bataille sanglante se termine enfin. Mais aujourd'hui encore, on estime que 1000 soldats n'ont jamais été retrouvés. Ils reposent toujours sous cette terre meurtrie, devenue lieu de mémoire. Tout le long du front ouest, la guerre des mines est utilisée sur plusieurs sites stratégiques, lorsqu'en surface, les armées ne parviennent pas à gagner du terrain. Mais plus généralement, l'enterrement des hommes sous le sol du champ de bataille est une caractéristique majeure de la Première Guerre mondiale. Pendant 4 ans, des milliers de soldats des deux camps ont investi des carrières souterraines datant du Moyen-Âge. Ils les ont agrandis et aménagés. Ils y ont passé des jours, des semaines, des mois. Ils y ont préparé les assauts et surtout ils s'y sont reposés à l'abri du vacarme de l'artillerie. Aujourd'hui, nombre de ces carrières renferment de véritables trésors. Des vestiges qui ont traversé les âges, à l'abri de la lumière. À 40 km au nord-ouest de Reims, sur la petite commune de Bray-en-Lannoy, la carrière de Froidmont fait partie de ce patrimoine méconnu.
cette trace-là. Tu vois? Oui, il y a une rigole là tout le long. Alors, pourquoi Bah, ou alors c'est une limite pour mettre les boiseries, tu sais. Des clous. Gilles Chauvin est le gardien de ce lieu singulier depuis plus de 25 ans. Il a toujours vécu non loin de là et arpentait déjà les galeries de Froidmont lorsqu'il était adolescent. À ses côtés, l'archéologue Gilles Prilot. C'est la toute première fois qu'il vient ici. Son but, tenter d'évaluer l'intérêt archéologique de la carrière. Alors on sent bien le bois décomposé sous ses pieds. Oui, Hein. C'est très beau, on dirait de la moquette. Hein. Ouais, c'est vrai que ça nous fait une espèce de moquette. Là. Ouais, c'est encore du barbelé. Toujours du barbelé. Je vois quelques bouteilles encore là-bas. Ah, c'est vraiment immense. Hein. Alors, oh là c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc des restants de lui. Ah oui, effectivement, oui. Le grillage, le bois qui a pourri, et puis au mur, les clous, et support d'étagère. C'est incroyable. C'est-à-dire que là... Là, on a un immense chalet, presque un lit collectif. Là. C'est énorme. D'accord, donc il nous reste tout le grillage qui est tendu dans des encadrements de bois. Le bois est encore bien conservé. Donc il y a 2 niveaux de lit apparemment, hein, a priori. Oui. Ouais. Des lits superposés, quelques étagères, des clous pour accrocher ses affaires, des cloisons en bois pour améliorer l'intimité. L'analyse de la pièce révèle une chambrée au confort sommaire, pouvant accueillir une vingtaine de soldats. Ce qui est vraiment très surprenant, presque hallucinant, c'est l'état de conservation, hein, puisque tout est conservé, c'est-à-dire le grillage qui est étendu pour les lits, les boiseries, il y a des éléments de cuir qui sont conservés, qui jonchent le sol, c'est vraiment extraordinaire, quoi. En longeant les galeries, les 2 hommes découvrent successivement plusieurs dépotoirs. Des chaussures en cuir, des bouteilles, des outils, des restes alimentaires. Pendant des mois, les occupants des lieux ont jeté d'innombrables détritus. Bon, il y a beaucoup de tessons, hein, beaucoup de tessons de verre. Là. Bon. Un peu de terre cuite, donc là c'est un fragment de bouteille de schnapps. Hein. On a déjà un petit fragment ici. Avec un peu de chance, ça remonte. Hein. Ouais, ça colle. C'est proche de ce qu'on a vu. Voilà, c'est vraiment proche de ça. Ouais. Voilà. Classique hein, des bouteilles de schnapps utilisées par l'armée allemande. Des restes d'origine allemande, mais aussi britannique, française et américaine, jonchent le sol de la carrière. La preuve que des combattants des 2 camps se sont succédés ici. Les uns après les autres, tous ces hommes ont voulu laisser une trace durable de leur présence sur le champ de bataille. Sur les murs, ils ont ainsi gravé leurs noms, sculpté des signes religieux, dessiné des visages. Partout où le regard se pose, des inscriptions apparaissent, surgissant du calcaire telles des peintures rupestres venues du fond des âges. Au total, Gilles Chauvin a recensé plus de 1000 inscriptions. Et la grande majorité de ces souvenirs militaires a été laissée par les Américains. Pourtant, les écrits historiques indiquent que ces derniers ont vécu ici seulement 6 semaines au début de l'année 1918. Ned Perry, ici, Fred J. Brophy, Tom Sand, Compagnie A, 101e bataillon de mitrailleurs, donc USA. Il y a même presque des signes de propagande, ou en tout cas de publicitaire, en tout cas qui vont rappeler véritablement, qui vont marquer l'appartenance américaine avec la représentation de Buffalo Bill, par exemple, ces dizaines de profils d'Amérindiens, enfin d'Indiens des plaines.
Et en 6 semaines, ils se sont vraiment lâchés. La conservation du bois, elle est extra. L'intérêt, c'est que certains secteurs de ce site sont véritablement dans leur jus, c'est-à-dire que tels que les soldats ont laissé ces secteurs au moment de leur départ. Alors donc là, pour le coup, c'est vraiment très rare de pouvoir observer à grande échelle ce type de phénomène. Et puis, ce télescopage de nationalité, d'occupation allemande, cette occupation brève américaine, franco-américaine, qui est assez étonnante avec ces sculptures par centaines. Ça interpelle, quoi. C'est vraiment très curieux. En tout cas, c'est un site qui mérite d'être plus connu, plus valorisé. Et c'est un site qui est loin d'avoir livré tous ses mystères, ça c'est clair. Les trésors que renferme la carrière de Froidmont sont les témoins inestimables de cette vie souterraine des soldats dont on parle si peu. Ici, comme dans les nombreuses carrières disséminées le long du front ouest, le travail de recensement et d'analyse ne fait que commencer pour les archéologues et les historiens. À 150 km plus au nord, sous les pavés de la ville d'Arras, un autre souterrain fait lui aussi l'objet de toutes les attentions. Arras est l'une des villes martyres de France. Presque totalement vidée de ses habitants dès la mobilisation d'août 1914, elle vit quotidiennement sous le feu des bombardements. En 1916, le front est transmis au commandement britannique. Des milliers d'hommes venus d'Angleterre et des colonies de la Couronne débarquent dans la ville anéantie et investissent les lieux de cantonnement. Mais ces hommes ne sont pas seulement installés en surface. À 20 mètres sous terre se trouve un vaste réseau de carrières entièrement aménagé. Alain Jacques est le directeur du service archéologique d'Arras. Cela fait plus de 10 ans qu'il étudie ce lieu tentaculaire à la topographie complexe. Cette structure qui est en fait la plus grande construction jamais réalisée en matière de souterrain par l'armée britannique. On pouvait pratiquement mettre 24 000 hommes dans ces carrières. Tout était prévu pour eux. Il y avait donc l'antenne médicale, il y avait un hôpital de 700 personnes, pour 700 personnes. On avait les douches, il y avait les latrines. Toutes sortes en fait de lieux pour pouvoir avoir un séjour le plus agréable possible dans ces carrières. L'organisation des lieux s'apparente à celle d'une petite ville. Un labyrinthe de salles et de tunnels qui s'étend sur plus de 20 km. Une fois encore, l'analyse des dépotoirs laisse entrevoir le quotidien de ces hommes dissimulés sous la terre. Grâce aux formes qu'on arrive, malgré la rouille, à deviner, on voit qu'il y a donc des boîtes pour les biscuits, il y a des boîtes pour le lait concentré, des bidons pour l'eau, aussi beaucoup de boîtes de cornets de bif qui étaient régulièrement données aux soldats. On retrouve énormément de contenants en verre pour des sauces Worcester, qui est une sauce aigre-douce, qui était très appréciée en fait des Britanniques depuis la fin du 19e siècle, avec la conquête de l'Inde. Il faut avouer que les viandes qui étaient distribuées étaient quand même des viandes sans saveur, sans goût. Donc on utilisait ces sauces pour rehausser. Et ça, c'est vraiment tout à fait typique des Britanniques. Le soin apporté à l'alimentation du soldat pour rester au plus près de ce qui était servi dans un pub à Londres ou à Leeds. Ces vestiges laissent imaginer une alimentation variée et de bonne qualité, bien différente de celle des soldats français. Alain Jacques et ses collègues ont d'ailleurs découvert d'étonnants produits de luxe, de nombreuses bouteilles d'alcool et notamment de champagne.
On pourrait se demander que fait une bouteille de champagne dans un dépotoir militaire, mais on a une partie de la réponse dans un écrit qui a été réalisé par un habitant d'Arras qui travaillait à l'octroi, donc c'est la douane pour l'époque, et qui a noté que pour le premier semestre 1916, on n'avait jamais consommé autant d'alcool, et en particulier du champagne. Dans les entrailles de la ville d'Arras, les soldats de l'Empire britannique ont donc adopté une vie troglodyte, relativement confortable. Comme s'il s'agissait de profiter de la vie avant d'aller au front, et peut-être de ne jamais revenir. Tandis que l'horreur collective de la guerre se poursuit sur le front, les soldats trouvent régulièrement refuge à l'arrière, dans des camps de repos. Toutes les 3 semaines environ, blessés et miraculés y sont envoyés pour reprendre des forces. Les hommes, usés par l'intensité des combats, tentent alors d'y retrouver une vie presque normale. Dans la Meuse, à 62 km à l'est de Châlons-en-Champagne, des archéologues ont découvert les vestiges d'un camp de repos allemand. Son nom, le Borjeswald. Situé à seulement 8 km du front, au cœur de la forêt d'Argonne, cette base arrière pouvait accueillir jusqu'à 3000 soldats. Elle comprenait un hôpital, des cuisines, des écuries, et même un cinéma et une ligne de tramway. Depuis 5 ans, une équipe de chercheurs dirigée par l'archéologue Yves Desfossés travaille à mettre au jour les restes du Borjeswald. Ah bah il y a quand même quelques fers de chaux qui sont sortis. Pour une écurie, ça paraît logique. C'est plutôt bien et logique. Ok, ouais, donc on a quand même des modèles assez différents au niveau des tailles. Ouais, c'est ça. Celui-là est beaucoup plus petit, ce qui montre la diversité des montures utilisées. Puis celui-là, oui, donc il a ses crampons à glace pour l'hiver sur l'arrière du fer. Bien, bah ça. Voilà. Un ex-verre à moutarde transformé en verre à boire et puis le fond d'une boîte à pâte de dentifrice. Ouais, c'est ça. Tous les objets découverts sur le site de fouilles sont emportés à 70 km de là, dans les locaux du dépôt archéologique de Châlons-en-Champagne. Sur ces rayonnages, plus de 10 mètres cubes de matériel sont précieusement conservés, à l'abri de l'humidité. Uniformes, chaussures, vaisselle, restes d'alimentation, tous ces gardiens de la mémoire contribuent à mieux comprendre l'histoire du camp et de ses habitants. On décrit assez rarement ses conditions de repos, sa vie de tous les jours, comment on mange, qu'est-ce qu'on a au fond de ses poches. Et donc tous ces éléments-là, au fur et à mesure qu'on les fouille chaque année, on a de nouvelles informations sur la vie très quotidienne de ces soldats. C'est presque une vie finalement d'un monde civil, mais qui a été placé sous les armes. Il y a quelques années, l'équipe a fait une découverte étonnante. Plusieurs centaines de dents et du matériel médical retrouvés enfouis dans le sol au sud du camp. On savait par une carte d'organisation du secteur établie par les Allemands en septembre 1918 qu'il y avait un dentiste sur le camp, mais la localisation était très vague. Et donc les investigations de terrain ont fait qu'en 2010, on a réussi à retrouver
l'emplacement de 2 fosses dépotoirs qui avaient été utilisées exclusivement par le dentiste pour rejeter ce dont il n'avait plus besoin dans son activité de soins dentaires. On a finalement tous les résidus de son métier et donc on retrouve la matérialisation du soin de base du dentiste qui est l'arrachage de dents. Voilà. Donc on a retrouvé à peu près 400 dents arrachées dans les 2 fosses. Il pratiquait des soins plus complexes et notamment on a retrouvé d'un côté la plastiline qui permet de faire le moulage dentaire. On est dans une pratique très proche des dentistes actuels. On a aussi les ampoules de novocaïne, donc produit toujours utilisé, qui permettaient d'insensibiliser le patient. Sur le front, les conditions d'hygiène sont particulièrement difficiles. Une simple carie peut se transformer en abcès douloureux, qui handicape lourdement le soldat au combat. Les états-majors doivent donc prendre des mesures pour soigner leurs hommes. Pas par simple philanthropie, mais par stratégie guerrière. Un soldat qui, je dirais, a des dents en mauvais état n'est pas un soldat qui est à 100% de ses conditions opérationnelles. Donc il faut traiter le mal à la racine. Alors on s'aperçoit notamment sur les dents qu'il y a des arrachages de caries qui sont particulièrement impressionnants. Donc on va certainement aussi faire des prothèses dentaires afin de redonner à ces soldats, je dirais, la possibilité de s'alimenter de manière assez bonne. Tous ces éléments révèlent la piètre hygiène bucco-dentaire des soldats. Une santé fragile qui est par ailleurs aggravée par des repas sommaires. À cause du blocus imposé à l'Allemagne par les Alliés, les matières premières manquent et la ration alimentaire se réduit tout au long de la guerre. Même à l'arrière, dans les camps de repos, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Mais ici, loin du vacarme de l'artillerie, les troupes épuisées peuvent néanmoins souffler le temps de quelques jours. On tente également de soigner les innombrables blessés, quotidiennement évacués du front. Malheureusement, face aux blessures effroyables et à l'afflux incessant de victimes, le corps médical est bien souvent démuni. Nombre de ceux qui ont échappé au front finissent par perdre la vie dans les centres de soins. Le bilan de la Grande Guerre est dramatique. Jusqu'à l'armistice en 1918, on compte plus de 21 millions de blessés et 9,5 millions de morts dans les 2 camps. Un siècle plus tard, les restes de 670 000 soldats gisent toujours dans le sol du front occidental, oubliés de tous. Mais ces victimes disparues refont parfois surface à l'occasion de travaux ou de fouilles archéologiques. Chaque année, près de 20 corps datant de la Première Guerre mondiale sont ainsi mis au jour. À Marseille, l'anthropologue Michel Signoli est l'un des gardiens du souvenir de ces hommes. Avec son équipe, il analyse aujourd'hui 3 squelettes exhumés près de Reims il y a quelques mois. 3 hommes enterrés ensemble dans une fosse commune, à qui il faut désormais redonner une histoire. Déjà, l'analyse des restes d'uniformes a révélé leur nationalité et le bataillon auquel ils appartenaient. Des spécialistes des uniformes français Première Guerre mondiale ont tout de suite vu que ces restes, quand même très abîmés, très altérés, il faut imaginer que ça passait 100 ans dans la terre, correspondaient à ceux d'un sergent des chasseurs à pied français. Le deuxième élément, c'est qu'au niveau des jambes, ces individus portaient ce qu'on appelle des guêtrons. Et ces petites guêtres en cuir, a priori un simple élément d'uniforme, un simple détail, sont extrêmement importants parce qu'ils permettent une fourchette de datation du décès et de l'inhumation de ces individus, puisque les chasseurs à pied ne portent ces guêtrons qu'en 1914 et sur les toutes premières semaines de l'année 15. Ces hommes ont donc perdu la vie lors des premiers mois du conflit. Mais qui étaient-ils ? Quel était leur âge ? Comment sont-ils morts ? Les spécialistes analysent minutieusement les ossements du premier soldat.
On a le fémur, le tibia complet, la patella. La fibula est fracturée mais complète. 1, 2, 3 fractures mais complètes. La tête de l'humérus est à peine fusionnée. Pas très âgé là. Ouais, pas très âgé. À droite comme à gauche, hein, des deux côtés. Au niveau des clavicules, la fusion n'est pas faite. Donc on est à moins de 25 ans, hein, clairement. Autre élément clé, la dentition. L'odontologue Delphine Tardiveau recense tous les indices pouvant l'informer sur l'âge et l'état de santé du défunt avant sa mort. Au niveau dentaire, alors effectivement, un individu jeune, on a les cuspides des dents qui sont bien marquées, il a les dents qui ne sont pas usées. Ouais, on n'a pas d'alvéolis. On a des caries quand même. Ouais. Il a les dents de sagesse en place, donc a priori 18 ans. L'expertise révèle que cet individu est le plus jeune des trois. L'un de ses camarades était âgé de 25 à 30 ans. Quant à l'autre squelette, il affiche une usure dentaire plus avancée et des traces d'arthrose sur les articulations. Pour les spécialistes, l'homme avait probablement une quarantaine d'années. Yann Ardania, expert en paléopathologie, recense désormais les particularités osseuses de chaque individu. Son but ? Identifier d'éventuelles blessures susceptibles d'avoir entraîné la mort. Toute la face n'a pas été conservée, donc ça a probablement été arraché lors de la découverte. En revanche, on a ici une petite zone de dépression perforante au-dessus de la suture de l'os temporal, 5 cm environ sur 3 cm, qui pourrait correspondre à une zone d'arrachement. On pourrait être face à quelque chose qui aurait pénétré le crâne, bien évidemment, là, qui aurait bien entraîné la mort. On n'arrive pas à déterminer si c'est un orifice d'entrée ou un orifice de sortie. Donc, au niveau de l'ilion à gauche. Donc, on a ici un point d'impact qui a entraîné des fractures secondaires, des fractures radiaires en étoile. Donc, là aussi, on peut supposer soit un éclat d'obus, soit le souffle d'une déflagration, soit pourquoi pas un projectile. On a aussi sur l'avant-bras droit des fractures complexes. Alors, ces fractures sont survenues sur os frais, encore vivants, et ce sont ce qu'on appelle des fractures plutôt périmortem, c'est-à-dire qu'elles sont survenues aux alentours du moment de la mort. Donc ça nous fait quand même 3 éléments en faveur d'une cause de la mort violente, hein, comme on peut s'y attendre. Ces 3 jeunes soldats français ont donc sans doute été mortellement blessés par des tirs ennemis. Une mort violente, atroce, à laquelle les chercheurs sont presque systématiquement confrontés lorsqu'ils analysent des corps datant de la Première Guerre mondiale. Il y a des choses terribles, évidemment, qu'on voit même si on est confronté qu'au squelette. Hein. L'âge des individus, qui est toujours quelque chose de perturbant. Hein. On a quand même très souvent de très jeunes individus, moins de 20 ans, qui sont là. Et puis, bien sûr, même s'il n'y a plus les chairs, il y a ce que nous, on peut constater au niveau des pathologies traumatiques, des résultats donc, de tirs de mitrailleuses, d'éclats d'obus, de membres emportés, de crânes éclatés, etc. Il y a pour le coup une véritable différence avec d'autres périodes, d'autres conflits, où il n'y avait pas ces traumas aussi marqués, aussi importants, aussi nombreux. Les traces portées par les corps de ces 3 chasseurs alpins nous rappellent aujourd'hui la violence inouïe de cette grande guerre. 100 ans après, ils sont enfin tirés de l'oubli et retrouveront bientôt une sépulture définitive. La poursuite de l'enquête permettra même peut-être un jour de retrouver leur identité. Parfois, il arrive en effet que les spécialistes rassemblent assez d'indices pour redonner un nom et un visage au corps qu'ils découvrent. Les familles peuvent alors renouer avec l'histoire de leurs ancêtres et fermer enfin une page terrible de leur histoire.
En août 14, 5 août je crois, il me semble. 14, 5 août 14, c'est ça. Voilà, 5 août, oui. 5 août 1914. Ouais, 5 août 14, c'est ça. Donc, lettre, oui. Arthur Leguet a été consacré à Notre-Dame de Chartres. Donc on a la médaille. Geneviève Amouda et Xavier Guittet sont respectivement la petite-fille et le petit-neveu d'un soldat mobilisé sur le front de Champagne en 1914. Officier Leguet. Ah, peut-être. Arthur Leguet, c'est son nom, et sous-lieutenant dans le 2e bataillon des chasseurs à pied de Massy. Très attaché à sa femme et à ses enfants, il envoie plusieurs lettres par semaine, des missives précieusement conservées au fil des années. Je t'écris rapidement cette lettre en plein air à la lumière d'une bougie. C'est très drôle. Il pleut et quelques gouttes viennent consteller mon papier à lettres. Ce qui me force à ne pas écrire droit pour éviter les taches. Tout le monde a le sourire. Mon entorse est presque guérie. Mais d'ici 8 ou 15 jours, je demande une permission. Au revoir, à bientôt, bon baiser. C'est les derniers mots de sa main. Ce qui est très émouvant, c'est l'heure, et puis le début de cette lettre, quoi. Et de voir les gouttes de pluie qui sont tombées le 26 septembre 1915, qui restent encore, enfin, c'est une double présence du mort et du disparu. Ça, je trouve ça très, très émouvant. 3 jours après avoir envoyé cette lettre, le sous-lieutenant Leguet est porté disparu sur le front. Le chef de corps adresse alors un autre courrier à la famille. Madame, je veux tout d'abord vous dire mon admiration et celle des officiers restants pour la conduite héroïque de votre mari en cette matinée du 30 septembre. C'est devant les batteries qu'il est tombé, frappé d'une balle qui l'a atteint probablement dans le côté gauche. Les chasseurs l'ont vu, assis, appuyé sur la main droite, le haut du corps redressé, continuant à crier d'une voix forte « En avant, mes enfants, en avant !» Pendant 4 longues années, les proches d'Arthur Leguet vivent dans le doute. Est-il mort? A-t-il été fait prisonnier? Le reverront-ils un jour? Mais en décembre 1919, l'espoir prend fin lorsqu'un acte de décès leur est envoyé. L'histoire aurait pu s'achever ainsi. Mais 97 ans après sa disparition, Arthur Leguet a ressurgi du passé. Son corps a été retrouvé sur le site de la Main de Massige. Et les objets qui l'accompagnaient ont permis de l'identifier sans l'ombre d'un doute. Ces précieux vestiges sont aujourd'hui conservés par Geneviève et son cousin Xavier. 15 novembre 1878 au Mans. Donc c'est comme ça que les restes ont été identifiés. Voilà. Alors après, il y a les 2 médailles qui ont été envoyées par sa sœur dans un état... On ne croirait pas que c'est resté 97 ans en terre. Voilà, médaille. En octobre 2012, une grande cérémonie d'inhumation est organisée et 5 générations sont réunies pour honorer la mémoire de cet ancêtre sorti de l'oubli. Arthur Leguet repose désormais dans la nécropole nationale du Pont de Marsan, à quelques kilomètres seulement du lieu où il a perdu la vie. Lagrange et Leguet. Arthur Charles. J'ai ressenti à la fois de l'émotion et puis une espèce de quiétude de savoir que maintenant il y avait un lieu sur lequel on pouvait venir se recueillir en ayant aussi la pensée de maman qui aurait aimé se recueillir également au même endroit. Voilà. On met un point final à un point d'interrogation. Voilà, où était-il? Où est-il mort? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et puis tout à coup, on sait qu'on a retrouvé sa médaille, sa plaque d'immatriculation. Bon, là, c'est un disparu qui devient connu. Il passe de l'inconnu au connu. Et presque au vivant d'ailleurs, moi je trouve. C'est ça, hein, voilà. Presque au vivant, parce que maintenant, je veux dire, bon, il est là, il existe, on peut venir le voir, voilà, c'est tout.
Il est vivant dans la mort, quoi. Aux côtés d'Arthur Le Guay, 21 300 soldats français reposent à la nécropole du pont de Marsan. Tout le long du front ouest, des milliers de cimetières et de mémoriaux français, britanniques, belges ou allemands honorent le souvenir de toutes les victimes de la Grande Guerre. De ces hommes qui semblent aujourd'hui être morts pour rien et avoir été sacrifiés au nom d'un nationalisme exacerbé. En étudiant les vestiges qu'ils ont laissés derrière eux, archéologues et historiens contribuent à perpétuer leurs souvenirs et font évoluer notre regard sur ces 4 années sanglantes. Ces tranchées, ces souterrains, ces lettres et ces objets personnels nous rappellent l'horreur du champ de bataille et les millions de familles brisées dans les 2 camps. Un siècle plus tard, les derniers survivants du conflit ont tous disparu. Raconter leur histoire fait aujourd'hui partie de notre devoir de mémoire, pour que l'on n'oublie jamais cette guerre qui devait être la der des der, mais qui porte déjà en elle le germe d'un autre conflit, encore plus dévastateur.